Bonsoir et bienvenue à Equinox ce soir de ce lundi 12 juillet 2021. Equinox ce soir, c'est votre décryptage quotidien de l'actualité sur la chaîne du peuple de lundi à vendredi de 19h à 21h. Ils sont nombreux, ces compatriotes francophones, mais surtout anglophones, déçus de ce qu'une autre session parlementaire vienne de s'achever sans que la question anglophone soit examinée. Plus de 3000 morts, plus de 700 000 déplacés et des centaines de milliards de francs CFA engloutis dans la sale guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest et toujours aucun débat sur la question au Parlement. Plus décevant encore, selon de nombreux parlementaires, la déprogrammation de la présentation par la Chambre des comptes de la Cour suprême à l'Assemblée nationale du rapport d'audit de la gestion des fonds alloués à la lutte contre le coronavirus au Cameroun. Déception d'autant plus grande qu'au moment où le rideau tombe sur la session de juin, aucune justification n'a été donnée aux députés sur cette déprogrammation, encore moins une nouvelle date où pourrait être présenté le dit rapport. Pourtant, le sujet sur le Covid-Gate tient en haleine tout le peuple camerounais qui réclame des têtes. Quoi qu'il en soit, plusieurs projets de loi liés à la coopération économique, à la santé des populations et à la diplomatie ont été adoptés et plusieurs séances plénières spéciales ont été consacrées aux problèmes fonciers, à la question de l'accès à l'eau et énergie électrique ou encore à la qualité du service dans le secteur des télécommunications. Mesdames, Messieurs, à 20h, ce sera la grande édition du journal avec Cédric Noufélé. Derrière le journal, ce sera la deuxième partie d'Equinox, ce soit le débrief, mais tout de suite, le fait du jour. Fin de la session parlementaire de juin, espoir déçu sur les questions prégnantes sur les sujets et les grandes crises que traverse le pays. Pour en parler, nous avons convié sur ce plateau, j'ai introduit tout d'abord Guy-Stéphane Niassé. Bonsoir. Bonsoir à Equinox TV, bonsoir à vos nombreux téléspectateurs, à vos milliers de téléspectateurs, bonsoir à l'ensemble des communicants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, les communicants qui exécutent la stratégie opérationnelle, qui exécutent la stratégie mise en œuvre par le comité central. Merci Guy-Stéphane Niassé, vous êtes communicant du RDPC. Le RDPC, c'est le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti au pouvoir. J'introduis également le professeur Aimé Boni. Bonsoir, professeur. Bonsoir Duval Fangwa, bonsoir et merci de m'avoir invité. Merci à tout le peuple camerounais qui regarde attentivement et au quotidien cette émission qui est aussi ce que j'appelle la voix des sans-voix. Et c'est important dans notre pays de pouvoir écouter tout le monde et surtout ceux qui n'ont pas voix au chapitre. Vous êtes enseignant de médecine, vous êtes cardiologue, vous êtes également enseignant à l'université de Douala. Je dois préciser que vous êtes entre le Cameroun et la France. Vous avez également des cours que vous donnez de ce côté-là. Et quand vous êtes là-bas, bien évidemment, vous nous regardez chez Equinox Télévision. Absolument, tous les soirs, du lundi au vendredi. Je regarde et puis c'est l'occasion pour féliciter mon copanéliste qui est l'un des habitués du plateau. Le docteur Louison. Et je pense que ce genre de leader d'opinion, ce genre est rare au Cameroun malheureusement et je lui dis bravo, il faut continuer. Voilà. Du coup, j'ai introduit le docteur Louison Essomba. Docteur, bonsoir. Bonsoir Duval Fangwa. Comment va le fan club? Tous les fan clubs sont mobilisés. Tous les fan clubs sont mobilisés. J'en profite donc pour leur passer un bonsoir. Je salue avec respect les autres copanélistes, l'aîné dans le grade, monsieur le professeur. Je salue également, je ne veux pas les oublier, tous les étudiants qui viennent d'achever la phase de session normale, le semestre 2 des examens, espérant que d'ici le 26, nous aurons totalement corrigé pour que nous lancions le rattrapage. Donc bonsoir à tous. Docteur Louison Essoma, enseignant de droit public à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Douala. C'est bien ça. Nous allons recevoir dans quelques instants un autre invité qui va nous rejoindre sur ce plateau. Il est militant du MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, Pierre Bignam. Je vous donne la parole en premier, docteur Louison Essomba. Beaucoup d'espoir. Il y a beaucoup de gens qui fondaient beaucoup d'espoir sur la session parlementaire de juin.
Je voudrais rappeler ici qu'au cours d'une interview donnée par le président national du SDF, Nidon Frouti, dans l'émission Inside, il semblait indiquer de façon forte qu'il avait la ferme conviction qu'au cours de cette session de juin, par exemple, la question anglophone serait examinée. La session parlementaire vient de s'achever, la question anglophone n'a pas été portée à l'ordre du jour. Une autre déception aussi, c'est, pour certains, la déprogrammation de la présentation du rapport d'audit sur la gestion des fonds à l'Assemblée nationale par la Chambre des comptes. C'est une autre déception, mais il y a également que malgré tout, la session s'est achevée. Pendant 30 jours, les députés se sont intéressés aux questions, j'ai failli dire usuelles, classiques. L'adoption des projets de loi, on en a vu, sur la coopération économique, sur la santé des populations, et surtout ce fameux exercice des questions orales et écrites aux membres du gouvernement. On a vu un balai des membres du gouvernement devant les députés qui les ont cuisinés parfois pendant plusieurs heures. Est-ce que quand vous regardez tout cela et que vous pesez sur la balance, vous êtes déçu de cette session de juin? Duval plus que déçu, parce que je voudrais aller tout simplement par des mots classiques. Le Parlement, c'est le lieu où l'on parle. Et le lieu où l'on parle, c'est le lieu où l'on discute et on pose sur la table les problèmes qui minent la société. Et là maintenant, je vais techniquement, je monte du curseur pour indiquer que au Cameroun, il y a deux institutions qui sont détentrices de la souveraineté de l'État. Le président de la République et le Parlement. Alors, quand on le dit, cela signifie, cela suppose très clairement que c'est dans le cadre du Parlement que les problèmes qui minent la société, parce que la loi est l'expression des faits sociaux, est l'expression du fait social. On ne peut prendre une loi que dans le contexte qui justifie le fait social. Alors, aujourd'hui, c'est quand même curieux de s'imaginer que le Parlement, lieu où l'on parle, où l'on discute et pose les problèmes qui minent la société, ne puisse pas jusqu'ici inscrire un sujet comme celui-là à l'ordre du jour, qui mine en réalité l'État du Cameroun. Vous avez évoqué tout à l'heure les chiffres. Les chiffres sont effroyables. Mais jusque-là, jusqu'ici, la question de la crise anglophone n'est pas posée et discutée à l'Assemblée nationale. Où se trouvent les raisons de ce manquement? Est-ce que c'est dans le fonctionnement des institutions ou au niveau de la configuration de ce Parlement? Je voudrais d'abord vous dire une chose, c'est que nous sommes en présence d'une double crise. Et ça permet de voir, parce qu'il y a le report de la Chambre des comptes qui est là. On voit que la crise anglophone n'est pas abordée comme sujet phare devant le Parlement. Ça veut donc dire que nous sommes en présence d'une double crise. Une crise d'abord de représentation et une crise de représentativité. C'est-à-dire que représentativité ici, en termes de la qualité des parlementaires que nous avons. Parce que c'est la qualité des parlementaires. Écoutez, c'est un John Molley qui disait « Le député, c'est pour la nation. Le député, ce n'est plus pour le parti politique. » Quand vous êtes député à l'Assemblée nationale, et je reviens, Duval, ça va permettre aux téléspectateurs de comprendre, le Parlement a 3 missions fondamentales. La première, c'est celle d'élaborer les lois. La deuxième, c'est celle du contrôle de l'action gouvernementale. Et la troisième, c'est celle de représentation. Et la représentation ici se justifie sur le point que l'Assemblée nationale représente le peuple, alors que le Sénat représente les collectivités territoriales décentralisées. Ce qui signifie donc que le lieu par excellence où l'on doit aborder la question de la crise anglophone, c'est l'Assemblée nationale. Pourtant, cette crise dure depuis pratiquement 5 ans aujourd'hui. On se souvient qu'en 2017, des députés SDF avaient d'ailleurs tenté de bloquer des séances du Parlement pour faire inscrire à l'ordre du jour la question anglophone. C'était peine perdue. Jusqu'aujourd'hui, la question n'est pas inscrite au Parlement. Alors, Duval, Fangwa, je voudrais interpeller ici les députés du RDPC qui ont une majorité obèse, en leur indiquant que quand on est député, on n'est plus député d'un parti. On est député pour la nation. On défend maintenant les intérêts de la nation. Ce ne sont plus les intérêts partisans. C'est vrai, la majorité obèse peut leur permettre, et ça se voit, c'est-à-dire qu'ils peuvent par là, jour dilatoire, refuser d'inscrire, parce que même dans l'inscription des thèmes à l'ordre du jour, ça se fait par le fait majoritaire. Et vous voyez qu'à partir de là, s'il faut aller par le fait majoritaire, c'est en cela qu'il y a blocage institutionnel. Ça veut donc dire tout simplement que le fait majoritaire pourrait être une des causes de la non-inscription de ce thème à l'ordre du jour, mais aussi la mauvaise volonté institutionnelle. Parce que là, cela ne s'explique pas vraiment. Je cherche des arguments
pour essayer de comprendre pourquoi le point n'est pas inscrit à l'ordre du jour. Techniquement, idéologiquement, je n'arrive pas à comprendre. Alors, Guy-Stéphane Niasse, vous êtes interpellé, vous, RDPC, c'est vous qui avez une grande majorité de députés à l'Assemblée nationale. Pourquoi ça paraît si compliqué pour le RDPC ou pour les députés RDPC de faire inscrire ce débat à l'Assemblée nationale pour qu'on puisse faire, je vais discuter effectivement et peut-être à partir de là, trouver ou faire agiter des idées qui permettraient d'avancer un tout petit peu dans la résolution de cette crise anglophone? Duval, je pense que la solution est, ou bien la réponse à la question, vous l'avez dite. C'est déjà, premièrement, un problème de configuration de ce Parlement. Le RDPC a une majorité, une bonne majorité, pas obèse. Quand j'entends le docteur Luzon utiliser l'expression obèse, j'ai envie de bien comprendre. C'est une majorité, le RDPC a remporté les élections et beaucoup d'opposants n'ont pas fait le travail qu'il fallait sur le terrain. Et certains opposants ont pensé que c'est en écumant les plateaux de télé, en étant chaque fois à la télé, à prononcer des bons discours, que ça allait changer la balance. Il y a un travail de fond qu'il faut faire sur le terrain et ce travail-là, le RDPC le fait. Et cela fait que la configuration du Parlement est, entre guillemets, favorable au RDPC. Ensuite, on ne pense pas, nous au RDPC, que la solution à la crise anglophone se trouve au Parlement. La solution à la crise anglophone a été pensée, a été donnée à travers le grand dialogue national qui a eu lieu. Il s'agit pour nous d'essayer de déployer le résultat de ce grand dialogue. Donc, si on n'inscrit pas cela au Parlement, c'est certainement dû à la configuration et aussi parce que les députés pensent que ce n'est pas au Parlement que la solution à la résolution de la crise anglophone va se trouver. Je parlais tout à l'heure de 2017. On a vu avec les députés SDF bloquer pratiquement les travaux pour exiger que la question soit inscrite. Oui. Les députés SDF sont de l'opposition. Oui. Mais en face, on n'a pas vu les députés du RDPC marquer une certaine attention par rapport à cette préoccupation. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas débattre de ça au Parlement? Bon, la réponse pourquoi on ne peut pas débattre de ça au Parlement, la question n'est pas peut-être la bonne à mon avis. La question c'est, est-ce que le débat de la situation anglophone au Parlement apportera une solution? Le SDF... Tant qu'on n'a pas essayé, est-ce qu'on peut savoir? Bon, je pense que pour les députés du RDPC, la solution se trouve dans le grand dialogue national qui a été déployé et la mise en œuvre du statut spécial et de toutes les mesures qui sont en train d'être mises en œuvre. Ce qu'on peut penser, c'est que quand ces mesures auront terminé d'être déployées, on pourra s'arrêter, faire une évaluation. Pourquoi pas reprendre en considération toutes les autres propositions qui sont faites. Par exemple, j'écoute ce que le docteur Luzon dit. Moi, quand j'écoute un enseignant d'université donner des points de vue, moi, ça ne me gêne pas parce que c'est son rôle que de donner des propositions, des positions. Parmi les positions qu'on écoute, le gouvernement a toujours le choix, le président de la République a toujours le choix de choisir une. Et ce qu'il a donné comme proposition, ça fait partie de l'ensemble des propositions qu'on peut avoir. Professeur Aimé Boni, que dites-vous de ces manquements au cours de cette session de juin? C'est vrai qu'il n'y a pas que de manquements. J'ai indiqué tout à l'heure qu'il y a eu, les députés se sont consacrés aux activités qu'ils ont l'habitude de mener, à savoir adopter des textes de loi qui par la suite vont être promulgués par le chef d'État. Et surtout, on a vu ce show des ministres devant le Parlement, cuisinés par les députés dans l'exercice des questions orales sur des questions importantes comme l'électricité, le foncier, entre autres. Mais beaucoup attendaient qu'au moins la question anglophone soit inscrite à l'ordre du jour. Ça n'a pas été le cas. Oui, ça n'a pas été le cas malheureusement. Et comme l'a dit le docteur Luzon, malheureusement. Mais moi, j'ai une explication un peu sociologique à ce manquement, qui est que nous sommes un peuple qui a une certaine accoutumance au mal, à la violence, à l'indifférence vis-à-vis des soucis des autres. Parce que ces députés, c'est des Camerounais. C'est des Camerounais, et c'est des Camerounais qui sont finalement, qui se sont habitués à la crise au nozo. On s'est habitué, on vit avec le fait qu'il y a des populations qui sont déportées, il y a des assassinats, il y a des exactions, on en parle, mais puis on passe à autre chose. On a l'impression que ce n'est le problème de personne, pourtant c'est le problème de tout le monde. Et donc, moi je veux dire que ce n'est pas parce qu'on a une majorité obèse, comme dit le docteur Luzon, ou alors une majorité, je ne sais pas trop comment est-ce que vous l'avez, confortable. Ce n'est pas parce qu'on est majoritaire que les problèmes du Cameroun
ne peuvent pas être résolus. Les problèmes du Cameroun doivent être d'abord résolus par ceux justement qui ont la majorité. Parce que c'est des Camerounais, parce que c'est des humains, c'est parce qu'ils doivent penser au bien-être de l'autre. Tant que nous n'allons pas mettre au centre du développement l'humain, malheureusement, on aura ce genre de situation. Et ça aussi, c'est le problème de ceux-là qui ont pensé qu'il faut quand même aller aux élections avec un code qu'on connaît. Il faut aller aux élections, il faut avoir quelques députés. Et une fois qu'ils ont eu des députés, what next? Qu'est-ce qu'ils font? Justement, ils ne feront pas qu'ils ne veulent rien faire. Parce qu'on a vu, on va peut-être parler des côtés positif de cette session. Hein. On a vu le député et président du PCRN qui a vraiment été très offensif dans la question de l'eau, l'électricité. Je pense des eurobonds aussi. Oui, on en parlera. Oui, il fait son job, mais c'est un job que tout le monde peut faire. En réalité, parce que tout le monde est conscient de ce que l'État a pu obtenir en Europe en termes d'eurobonds. Moi, je ne suis pas économiste, mais il ne faut pas être économiste pour comprendre que, franchement, on n'a pas été bon du tout. Et donc, il a posé la question. Mais il n'a pas le poids nécessaire, le quorum nécessaire pour pouvoir inverser la tendance. Et ça, il le savait. Tous ces députés de l'opposition qui sont partis là-bas, ils savaient qu'ils ne pourront rien. Alors, s'agiter, c'est bien, mais être efficace, c'est mieux. Et quand on n'est pas efficace, il faut redéfinir la représentativité du peuple au Parlement, parce qu'avec ça, on ne pourra pas avancer. Donc il y a un blocus. Et il faut qu'on soit... Et donc ils sont aussi quelque part, moi je dis qu'ils sont aussi quelque part responsables de ce que nous n'avançons pas, et que, comme a dit le représentant du RDPC, ce n'est pas au Parlement que les problèmes vont être résolus. Ça, c'est grave d'entendre ça. C'est grave que le Parlement, parce que c'est une façon de dire que le Parlement, c'est juste une façade. Et ça, il le dit en d'autres termes. Et c'est grave. C'est grave. Pierre Bignam, quel est, je veux dire, est-ce que vous attendiez grand-chose de cette session de juin? Est-ce que vous êtes déçu? Ou bien vous dites, bon, ça ne devrait être qu'une session comme celle que nous avons très souvent. Bonsoir et bienvenue sur le plateau. Bonsoir Duval, bonsoir à tous mes copanélistes. Et je voudrais ici profiter de cette tribune pour adresser un salut patriotique à tous les prisonniers politiques du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Victoire, victoire, victoire. Alors, s'agissant de cette soi-disant session parlementaire de juin qui s'est tenue... Comment soi-disant? C'était une session parlementaire. Parlant de cette soi-disant session parlementaire qui s'est tenue il y a quelques jours, nous avons attiré l'attention à travers une déclaration du président élu, président national du MSC, son Excellence Maurice Kamto. On a attiré l'attention de l'Assemblée nationale sur le rétropédalage qu'il a fait concernant le rapport de la Chambre des comptes sur la gestion des fonds Covid. Ils ont annoncé que ce rapport ferait l'objet de débats et presque 24 heures avant cette session, ils ont fait rétropédalage. Alors nous restons camponnés sur cette position parce que nous estimons que la lumière doit être faite et que le peuple camerounais doit être au parfum de la façon dont ces biens publics sont gérés. Il s'agit ici de la fortune publique et d'un scandale qui fait état de plus de 180 milliards de notre contribuable. Qui va les payer, les rembourser? Alors, nous sommes fatigués de la façon dont le régime gère notre pays et notre patrimoine depuis pratiquement 40 ans aujourd'hui. Au mouvement pour la renaissance du Cameroun, nous avons exigé que l'Assemblée nationale nous présente le rapport de cet audit-là, de la Chambre des comptes. Ça, c'est ce que nous avons exigé dans cette sortie du président national du MRC, Maurice Kamto. Et maintenant, nous sommes toujours restés dans notre faim lorsque nous sommes déçus de constater que pour une énième fois, la question de la crise anglophone n'a pas été évitée d'être abordée par l'Assemblée nationale. Si l'Assemblée nationale
refuse tout le temps de débattre sur la résolution de cette crise qui a déjà décimé des milliers de nos compatriotes, qu'ils soient du côté des séparatistes ou du côté de l'armée républicaine ou des civils, ça veut dire que je rejoins ce que mon voisin, le professeur Boni venait de dire tout à l'heure. Est-ce que le gouvernement camerounais, le régime de Yaoundé, a l'humain au cœur de ses préoccupations? Vous ne pouvez pas me dire qu'une question qui décime sa propre population, tout le temps, passe inaperçue ou refuse d'être évoquée. Est-ce que cette crise anglophone arrange le régime? On se pose tellement de questions aujourd'hui. Donc, tout le reste de simagrées, de cinéma, de scènes, d'acteurs de Hollywood, que ces députés, hommes d'affaires, businessmen, businesswomen ont fait pendant ce mois de juin, ça nous importe peu. On se fiche pas mal de tout cela. Ce que le peuple camerounais attend, c'est de savoir où sont allés les 180 milliards de la Covid qui étaient destinés à sauver leur vie. Première chose. Une autre urgence, quand est-ce que nous allons mettre un terme à cette sale guerre qui est en train de décimer nos populations? Le reste là, ça ne nous sert à rien. Ce sont des simagrées. Docteur Lison Essomba, il y a donc cette question du rapport d'audit qui devait être présenté à l'Assemblée nationale. La Chambre des comptes, c'était programmé d'ailleurs. Le secrétaire général de l'Assemblée nationale avait fait un communiqué dans lequel il indiquait que cela devrait avoir lieu. Mais la veille, ça a disparu du babillard. D'ailleurs, le programme a été modifié. C'est une autre grosse déception de cette session. Davantage, M. Duval Fangwa, je voudrais revenir sur un aspect. Je voudrais insister sur le fait que, Duval, un Parlement dans un État a un rôle capital. Dans la classification des institutions, quand on parle de l'exécutif, et vous savez, c'est à partir de 1972, en fait, qu'il y a cette inversion des institutions. Parce que quand vous prenez la Constitution du 4 mars 1960, vous avez d'abord le Parlement, ensuite l'exécutif et enfin le judiciaire. Vous voyez, ce n'était pas un classement institutionnel anodin. C'était pour démontrer quel est l'importance de l'institution parlementaire. C'est en 1972 qu'il y a une inversion des institutions. On commence par le pouvoir exécutif, en deuxième lieu par le pouvoir législatif et en troisième par le pouvoir judiciaire. Peut-être du fait du changement du régime politique. Oui, du fait du changement, mais il fallait renforcer le pouvoir exécutif au regard des missions qui sont les siennes. C'est-à-dire que assurer l'unité nationale et bien d'autres, et l'intérêt général. Alors aujourd'hui, est-ce que ce Parlement, de votre point de vue, a retrouvé ses lettres de noblesse? Est-ce que ce Parlement fonctionne tel qu'il devrait fonctionner de façon optimale? Non, en termes de session, le Parlement fonctionne bien. Les sessions de quoi, mars, juin, novembre. Vous savez que c'est la dernière, du moins à la session de novembre, c'est une session budgétaire. Donc aucune autre question ne peut être abordée en novembre. Donc cela veut dire déjà que pour cette année, la question anglophone est mise de côté. C'est clair. À moins que le président puisse convoquer une session extraordinaire et mettre à l'ordre du jour la question de la crise anglophone. Et quand M. Niasse le disait tout à l'heure, non, c'est au Parlement que cette affaire mérite d'être réglée. Et je vais vous dire, vous avez évoqué le cas du Covid. À la fin, les parlementaires ont demandé la vaccination. Mais l'élément qui a trait au scandale avec les présumés détourneurs de fonds n'a pas été évoqué. Alors, et comment ça s'explique? Mais je vous ai dit tout à l'heure que au-delà de cette question... C'est quoi? C'est la discipline du parti RDPC, majoritaire au Parlement, qui bloque ou bien n'empêche pas que cela... Quand je parle de majorité, est-ce que mon voisin a refusé n'a pas voulu accepter? C'est tout simplement pour dire que le RDPC a une majorité écrasante au Parlement. Ça dit que, bon, je reviens dans la discussion écrasante. C'est moins positif. D'accord, ok. Une majorité donc écrasante. Et comme je l'indiquais encore, quand vous êtes élu député, Dieu vous le disait, vous êtes député de la nation. Vous n'êtes plus député d'un parti politique. Et la question anglophone, en réalité, devait être posée par les parlementaires du RDPC. Mais pourquoi on n'a pas entendu beaucoup de députés, sauf quelques rares députés de l'opposition, sur la déprogrammation de la publication du rapport d'audit? Mais cela aussi, vous savez, jusqu'à ce jour, d'abord pas jusqu'à ce jour, dans la configuration du Parlement, aucun parti de l'opposition n'a un groupe parlementaire. Parce que ça part aussi de là. Le groupe parlementaire, ils doivent être au plus à 15
pour essayer un peu d'influencer, mais aucune formation de l'opposition n'a un groupe parlementaire. Donc, tout cela justifie le fait que l'inscription d'un point à l'ordre du jour devient à tête chercheuse. Et quand on sait que ça peut menacer les intérêts du gouvernement, comme c'est le cas. Regardez par exemple le scandale sur la gestion, l'argent sur le Covid-19. Mais je crois que avant que le président de la République n'engage, ne demande qu'on ouvre des enquêtes, mais le Parlement a tous les moyens institutionnels à travers ce qu'on appelle la motion de censure. Vous avez évoqué les questions orales et écrites. C'est-à-dire qu'au-delà de la question de confiance qui parle du gouvernement, mais il y a d'abord la motion de censure. C'est une arme fatale entre les mains des parlementaires vis-à-vis de l'exécutif. Vis-à-vis pour pouvoir donc contrôler l'action gouvernementale. Et c'est à partir de là qu'ils peuvent mettre en mal le gouvernement. C'est-à-dire que les questions orales et écrites, bon, la seule fois qu'un membre du gouvernement est parti de là, parce que n'ayant pas su décliner le titre de l'ouvrage du président de la République. Au-delà de... Au-delà des questions fonctionnelles, est-ce que ces députés disposent des coudées franches face aux membres du gouvernement? Je pose la question parce que, comme vous le savez, la plupart des membres du gouvernement sont très souvent mis en mission par le comité central du RDPC pour aller superviser des élections législatives dans plusieurs localités. Et du coup, on a le sentiment qu'il y a à un moment donné des collusions entre ces membres du gouvernement et des parlements qui, par la suite, affectent la nature des rapports entre les députés et les ministres. Est-ce que les députés, de votre point de vue, ont les coudées franches pour pouvoir faire face au... Je veux dire, pour pouvoir... Je ne vous laisse même pas finir. La question que vous posez met en exergue l'élément que je venais d'évoquer tout à l'heure, la crise de représentativité, la qualité de nos députés. Mais regardez, moi je vais vous dire, j'étais admiratif de l'action jouée par Cabral Louis. Voilà un député de la nation qui essaye vous l'avez dit, il a tassé tous les membres du gouvernement sur tous ces points. Quand on parle aujourd'hui de la question de l'eau, mais le Cameroun a un réseau hydraulique très puissant. Regardez seulement, partant de Douala pour Yaoundé, on est capable de nous installer à chaque niveau, c'est-à-dire au niveau des départements qui séparent, du moins, quand vous sortez déjà de Boumouébel pour entrer à Yaoundé, il y a un coup d'eau. À ce niveau-là, on peut nous mettre un barrage. Vous voyez donc que les problèmes d'eau, tout ça, basiques sont basiques et que ça pourrait être... Oui, le ministre a demandé 6 000 milliards de francs. Le ministre de l'énergie a demandé 6 000 milliards pour régler la question, pour l'électricité pour tous à l'horizon 2037. Mais justement... Pourquoi vous riez, Pierre Vignan? Il demande 6 000 milliards. Alors, je vais la parole au Bouni. Ce sont les budgets. Sur la question du Covid-Gate, on voit que c'est une question qui tient en haleine les populations depuis plusieurs semaines maintenant. La question a été programmée à l'ordre du jour du Parlement, puis déprogrammée. Et jusqu'aujourd'hui, j'ai discuté avec certains députés qui viennent d'achever dans cette session. Ils me disent qu'ils n'ont aucune information ni sur la justification de la déprogrammation, encore moins sur une éventuelle date à laquelle pourrait être programmée à nouveau cette publication du rapport d'audit. Non, mais ce n'est pas compliqué. Il y a une expression française qui dit « quand c'est flot, c'est qu'il y a un loup ». Voilà. Quand on ne parle pas, quand on reporte, ça veut dire que on est mal à l'aise avec la question posée. Ce n'est pas compliqué. Est-ce qu'il y a des détournements? Il y a des détournements. Est-ce qu'il y a une mauvaise gestion de la pandémie en général et des fonds? Il y a une mauvaise gestion. Et moi, je vous dis par exemple qu'en tant que médecin et enseignant, j'ai des étudiants, des anciens étudiants, jeunes médecins qui sont dans la riposte, qui ont travaillé dans des conditions très difficiles, sans moyens, et qui n'ont même pas jusqu'aujourd'hui eu la rémunération dédiée avec des fonds débloqués. Ah bon? Des fonds arrivés jusqu'à destination, donc c'est-à-dire dans les centres où on doit pouvoir régler ces questions financières pour des jeunes médecins qui n'ont même pas l'argent de transport pour aller chez eux, mais qui restent aujourd'hui sans avoir eu leur argent ou alors la totalité de leur argent. C'est de ça qu'il s'agit. Donc c'est-à-dire que nous sommes dans une république où à tous les niveaux, dans tous les strates, il faut toujours que la personne qui doit exécuter une diligence prennent une partie, si ce n'est tout. Alors, vous imaginez que tous ces milliards dont on parle
et qui sont arrivés au niveau des ministères. Mais c'est évident que tout n'a pas eu la destination initiale. Et ça, c'est clair. Et c'est pour cette raison que ce rapport-là tarde à être publié, parce que beaucoup de gens seront impliqués, beaucoup de gens seront indexés et beaucoup de gens devront rendre des comptes. Mais le problème, c'est que, faisons attention, parfois, les commanditaires ne sont pas ceux que nous pensons. Et c'est peut-être pour ça que, justement, l'ordre peut venir de beaucoup plus haut pour que nous ne soyons pas au courant de ce qui se passe. Mais il faut le faire. Mais nous ne le faisons pas, enfin nous ne l'avons pas fait, c'est-à-dire le Parlement, parce que nous sommes un peu quelque part ceux qui avons élu ces députés. Nous sommes quelque part co-responsables de ce qui se passe. Et donc j'ai envie de dire que nous devons nous poser la bonne question. Il y a eu un débat au Cameroun. Aller aux élections ou ne pas aller aux élections. Nous sommes dans l'aller aux élections. Nous avons élu des députés. Quel est le résultat, quel est le bilan aujourd'hui? Puisque le débat que nous avons aujourd'hui, c'est un débat sur l'utilité de notre Parlement. Et nous rendons compte que deux questions essentielles qu'a évoqué M. Binam. Excusez-moi si j'ai compris. Pierre Bihan. Pierre Bihan. Le NOZO et la santé des Camerounais, parce que la Covid, c'est la santé des Camerounais. Et nous rendons compte qu'il y a à ce niveau-là un échec. Donc nos parlementaires n'ont pas été à la hauteur des espoirs que nous avons placés en eux. Mais nous avons dépensé des milliards pour organiser cette élection. Et moi, j'ai toujours dit que les élections en Afrique, de manière générale, ne servent à rien. Tant que nous avons ce système électoral, parce que toutes les élections sont contestées en Afrique. Regardons, systématiquement. Mais nous dépensons des milliards pour ça. Ces milliards, on aurait pu aussi se dire, bon, écoutez, nous sommes dans une royauté, bon, on accepte ça comme ça, et puis on les nomme, et puis on avance. Au moins, on aurait peut-être construit des hôpitaux, des écoles avec cet argent. Donc, moi, toute la question, elle est là. Et quel que soit ce qu'on me dira, quelle que soit l'agitation des députés de l'opposition, parce que ceux du pouvoir, ils n'ont pas besoin de s'agiter. Hein. Ils ont leurs privilèges et puis ça leur suffit. Alors les autres, ils s'agitent. Mais quelque part aussi, j'ai envie de vous dire qu'ils ont des 4x4, ils ont quelques privilèges, ils sont contents. Et il faut justifier ça en allant poser donc ces questions au gouvernement, mais tout le monde peut les poser. Hein. Moi, voilà. Alors, Guy Stéphane Yassé, au finish, cette affaire de Covid-Gate, ce rapport d'audit, on aurait pu quand même le présenter, peut-être ouvrir le débat, que ça aurait peut-être un tout petit peu apaiser les cœurs. On a bien vu que les gens sont tenus en haleine par cette affaire Covid-Gate. Lorsqu'on a annoncé l'application du rapport, c'était pratiquement ouf. Et puis, du coup, plus rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous qui êtes dans les secrets, puisque les députés, visiblement, ils semblent ne pas avoir... Ils n'ont pratiquement aucune information. Est-ce que ce n'est pas un flou qui cache un loup, pour reprendre le professeur Boni? Ah oui, ça c'est une expression que j'ai écoutée du professeur Boni. Je l'ai lu, c'est son point de vue que je respecte. Ce que je sais, c'est que quand j'ai lu l'article qui disait que la Chambre des comptes va assurer un audit et présenter le rapport à l'Assemblée nationale, moi aussi je m'attendais à ce qu'on présente le rapport. Mais sauf que l'article ne dit nulle part que le rapport va se présenter en plénière. Que le rapport, les magistrats de la Chambre des comptes qui ont fait un audit, qui ont terminé un rapport, viendront rendre compte en Assemblée nationale. C'est un peu quand même ambigu que des magistrats qui ont fait un rapport, normalement à la fin, le rapport doit être donné à la justice ou donné à qui de droit pour que la justice s'en saisisse. Et déjà, la justice a même commencé à se saisir. Mais on avait dit nulle part que le rapport allait être déposé en plénière, être lu en plénière. Donc, il y a une certaine ambiguïté, peut-être que les députés se sont rendus compte. On a programmé le rapport, après on allait lire les textes et puis on s'est rendu compte. Ils se sont rendus compte que le processus n'était pas correct. Est-ce que les députés devaient auditionner les magistrats? Je pense que c'est ça le sens. Les députés n'avaient pas à auditionner les magistrats. Ce qui est certain. Non, on ne parle pas d'audition, on parle de la publication, de la présentation du rapport à l'Assemblée nationale. Présentation. Oui. Comment est-ce que la présentation se fait? Est-ce qu'elle doit être lue en plénière? Il y a combien de types de présentation? On peut déposer au secrétariat de l'Assemblée et puis les députés prennent compte. Ça, c'est la présentation. Et là, ils n'ont pas eu. Les députés que nous avons contactés disent qu'ils n'ont pas encore. Ils n'ont pas encore eu. De toute façon, il n'y avait pas de date. Ce que je dis, c'est que
ce que l'opinion nationale attendait, c'était que ce rapport soit lu en plénière. Or, aucune disposition ne disait que ce rapport devait être lu en plénière. On disait qu'il doit être présenté. Ce que je sais, c'est que l'emballement médiatique qu'il y a eu aussi autour de cette affaire, reconnaissons-le, ne facilite pas la tâche. Parce qu'il y a eu comme un emballement médiatique extraordinaire où on jetait déjà les personnes mises en cause, en pâture, on les jetait au loup. C'était comme une justice populaire, une justice médiatique et sur les réseaux sociaux. Et ces choses-là, à mon avis, pourraient ne pas faciliter les choses. Donc, faciliter les choses pour qui? Pour la justice, Et j'aimerais dire que le MRC est disqualifié pour parler de cela. Parce qu'au début... Parler de quoi? C'est pas des Camerounais. Laissez-moi. C'est pas des Camerounais. C'est moi qui ai la parole. Arrêtez de raconter quand même n'importe quoi sur un plateau. Parce que la fibre monopole du cœur, la fibre parler au nom des citoyens, moi je ne la reconnais pas au MRC sur ce plateau. Le MRC ne peut pas parler au nom de tous les citoyens en disant que nous sommes fatigués. Le MRC... Je pense que les derniers résultats disaient que le MRC avait un pourcentage presque bien restreint de la population. Donc, dire nous sommes fatigués, ce n'est pas parler au nom du peuple camerounais. L'ensemble du peuple camerounais ne pense pas exactement comme le MRC pense. Ok. Donc, je donne la parole à Pierre Bignam, puisqu'on est pratiquement vers la fin de la première partie. Pierre Bignam, 2 éléments apparaissent dans le développement de Guy Stéphane Niasse pour justifier la non-présentation par la Chambre des comptes à l'Assemblée nationale du rapport d'Oudi sur la gestion des fonds Covid. Le premier élément qui semble mettre en relief, c'est l'absence des textes contraignants. Deuxième élément, c'est l'emballement médiatique. Vous en dites quoi? Je vais prier le secrétariat de la communication, le comité central de RDPC, de bien briefer souvent leurs communicants lorsqu'ils les envoient sur les plateaux. Parce que quand on a face à nous un communicant du RDPC qui s'emballe, qui ne sait même pas quels sont les tenants ni les aboutissants de certaines questions qui sont débattues, c'est une honte pour un parti. Est-ce que vous pouvez répondre à la question maintenant? Permettez qu'il réponde. On parlait de la présentation. C'est l'Assemblée nationale elle-même qui a fait ce communiqué. De faire cette présentation du rapport de l'audit de la Chambre des comptes. On ne les a pas forcés de faire ce communiqué. Maintenant, il veut rentrer dans les débats de comment est-ce qu'on devait faire la présentation ou pas. Comment est-ce qu'on présente les rapports d'autres activités qui sont menées dans d'autres départements ministériels et autres. Donc, il y a une formule de présentation qui est standard. Faire rétropédalage et sans donner une raison valable pour laquelle vous ne l'avez pas fait, c'est une honte. C'est une honte. Et ça pose une fois de plus un problème de la crise de légitimité. La crise de légitimité sur la représentativité que nous avons à l'Assemblée nationale. Lorsque vous partez élire des gens dans des zones en guerre, je prends le cas du nord-ouest et du sud-ouest, vous partez organiser des parodies d'élections pour élire des gens et venir les présenter au peuple comme étant les représentants de ce peuple-là. Ce n'est pas possible. Il faut cesser de prendre des Camerounais pour des idiots. Nous parlons là des questions qui touchent à la souveraineté de notre pays. Nous parlons de la santé des Camerounais. Vous volez la nourriture, le riz. Vous volez l'argent qui est destiné aux médicaments. Vous volez l'argent qui est destiné au vaccin. Vous volez tout finalement. Et qu'est-ce que vous allez laisser au peuple camerounais? Donc, moi, je reviens sur cette position. Le MRC est clair là-dessus. Nous attendons que ce rapport d'audit de la Chambre des comptes sur les fonds Covid nous soit présenté par l'Assemblée nationale. Nous exigeons cela parce que c'est l'argent du contribuable camerounais. Le Cameroun a déjà plus de 10 000 milliards de dettes publiques que des générations futures vont payer, des dizaines de générations futures, sans être même capables de rembourser la totalité de cette dette, sinon même 75% de cette dette. Et nous en avons marre de la façon dont le régime en place gère notre fortune publique.
Avant de sortir de cette première partie, je donne la parole au professeur Boni. Professeur Boni, vous êtes formel là-dessus. Ce Parlement, tel qu'il se présente, tel qu'il est configuré, il n'y a rien à attendre. D'ailleurs, pour vous, aller aux élections, on n'en avait pas besoin. Non, mais pour reprendre l'expression de quelqu'un que je n'aime pas, parce que c'est un génocidaire des Africains, mais vous allez comprendre de qui je parle. Bien entendu. C'est un machin. Voilà, le Parlement camerounais, c'est un machin qui ne sert pas à grand-chose, qui sert à... Professeur, techniquement, on dit c'est une chambre d'enregistrement. D'où vient enregistrer. Ok, voilà. On a besoin plus que ça dans notre pays aujourd'hui. Et il y a autre chose que moi je demanderais dans ce contexte-ci où l'opposition est sous-représentée et donc ne peut pas faire entendre sa voix. On sait qu'aujourd'hui l'opinion publique a quand même une force qu'on ne peut pas négliger dans la gestion de la cité. Quand vous m'avez proposé le sujet, je suis quand même allé faire une petite recherche parce qu'il ne peut pas venir ici comme un idiot et raconter n'importe quoi. Il faut pouvoir s'instruire. Et je me suis dit, mais tiens, il doit certainement avoir soit une chaîne télé parlementaire ou alors un site web où on peut avoir toutes les informations. Et j'ai posé la question à quelques journalistes, on m'a dit, tu penses que tu es en France ici? Voilà. Alors, donc, soyons sérieux. Ça, on peut quand même le faire. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué parce qu'il faudrait que le peuple camerounais puisse assister même en direct au débat parlementaire. Hein. Qu'on puisse assister en direct à ça, qu'on puisse revoir en streaming sur une chaîne YouTube parlementaire, qu'on puisse comprendre comment est-ce que nos représentants exercent leurs fonctions, est-ce qu'ils ont du mérite ou pas, comment est-ce que l'exécutif, les ministres, parce qu'il y en a qui sont... Ça permet de faire l'évaluation. Qui sont bons, hein, il y en a qui défendent leur dossier avec les moyens qu'ils ont. Hein. Tout n'est pas mauvais, il faut le dire. Mais on doit le savoir, autant pour moi. Nous sommes l'arbitre de la gestion de la cité camerounaise. Et ça, je demande quand même aux parlementaires de penser à ça. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde... hyper médiatisé et il faut que nous puissions avoir le direct sur ce qui se passe là-bas. Messieurs, on va s'arrêter pendant quelques minutes, le temps d'abord de suivre la réclame. Juste derrière, ce sera la grande édition du Journal d'Histoire avec Cédric Noufélé. Et après le journal, nous reviendrons sur ce plateau pour la deuxième partie d'Equinox Soir, le débrief. Retour sur le plateau d'Equinox ce soir, deuxième partie avec nos invités, le professeur Aimé Boni, médecin, enseignant, Guy-Stéphane Niassé du RDPC, Pierre Bignam du MRC et bien sûr Dr Louison Essomba, enseignant de droit public à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Douala. Peut-être dans le même sillage, avant d'attaquer le sujet du débrief, professeur Aimé Boni, c'est un peu dans vos cordes ces questions de santé. On a écouté dans le journal tout à l'heure cette affaire des enfants siamois venus de Banjul et transférés à l'hôpital régional de Bafoussam, puis finalement à l'hôpital gynéco-obstétrique de Yaoundé. Ça pose la question du plateau technique, non? Et peut-être de façon globale le problème du système de santé. Oui, cette question pose plusieurs problèmes à plusieurs niveaux. Et ce que j'aimerais que les auditeurs comprennent déjà à propos donc des bébés siamois et puis de l'opération qui est normalement envisagée pour pouvoir les séparer avec donc l'impossibilité de le faire au Cameroun. Il faut savoir que c'est une chirurgie qui est à risque, une chirurgie assez complexe parce que la séparation de deux êtres humains qui partagent certains organes en commun nécessite une certaine dextérité, une certaine maestria et un entraînement, une compétence. Mais cette compétence, j'ai envie de dire qu'elle n'est pas inatteignable pour le corps médical camerounais et de quelques pays que ce soit en Afrique. Il faut simplement avoir une formation complémentaire.
en dehors de ce qu'on est déjà chirurgien, il faut avoir une formation complémentaire. Les formations complémentaires, on peut les avoir. Il y a d'ailleurs des brillants Camerounais qui sont à l'étranger, qui ne demandent qu'à venir pour pouvoir aider la population camerounaise. Il faut avoir il faut avoir un personnel paramédical, des infirmières outillées pour prendre en charge ce genre de malades. Il faut des réanimateurs, des anesthésistes qui sont habitués, et ça, on peut le faire. En plus, donc, il faut un équipement. Et c'est là où le bas blesse. Parce que cet équipement n'est pas extraordinaire. Hein. Il ne faut pas plus que ce qu'on a vraiment. Mais il faut simplement la volonté de pouvoir mettre en place toute une organisation pour pouvoir le faire. Et quand on nous annonce les chiffres, 47 millions pour évacuer une personne, j'ai envie de vous dire que dans nos hôpitaux, qui ont déjà des services de chirurgie, des services de réanimation, et puis la post-réanimation, avec 47 millions, on équipe et on commence à faire ce genre d'opération. Ah bon? Ça, je vous le dis, on peut le faire. Mais le problème au Cameroun, c'est qu'un équipement qui coûte 10 millions, en réalité, le contribuable camerounais le payera 3-4 fois plus. Par les mécanismes de mercurial, et de flou dans la passation des marchés. Non seulement le flou, mais il y a beaucoup d'intermédiaires qui font qu'in fine, on va acheter 3, 4, 5 fois plus ce que réellement coûte cet équipement. Donc en réalité, dans un hôpital comme le mien en France, l'équipement que j'utilise aura coûté au contribuable français 4 fois moins que le contribuable camerounais. Pourtant, le Cameroun est censé être un pays pauvre. Et donc c'est pour ça que vous comprenez que au Cameroun, très peu d'hôpitaux ont des équipements de dernier cri. Parce que ça coûte cher. Et ça coûte cher artificiellement. Il faut donc une bonne gestion, une bonne gouvernance de la santé publique au Cameroun si nous voulons éviter des évacuations sanitaires honteuses, parce que ce n'est pas normal qu'en 2021, que des professeurs, des éminents professeurs agrégés, des professeurs titulaires dans des hôpitaux camerounais nous annoncent qu'on attend une collecte de fonds pour évacuer. Bon, on est professeur, pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait finalement? Le quotidien des médecins rompus au Cameroun, c'est quoi? Et moi, j'ai une réponse à ça, je vais vous dire. Et je prends mon cas parce que c'est toujours le meilleur exemple vient par soi. Quand je suis en France, je fais des opérations très complexes de cœur, des ablations, des tachycardies ventriculaires et tout. Quand je suis au Cameroun, je ne peux pas soigner les malades cardiaques, si ce n'est de faire un électrocardiogramme, c'est-à-dire 10% de ce qu'on peut faire normalement. Pourtant, c'est le même cerveau, c'est les mêmes cellules, ça n'a pas changé. C'est simplement que j'ai pris l'avion, je suis parti d'un pays à gouvernance compliquée pour un pays où on a mis l'humain au centre du développement. Donc, il faut changer les mentalités, il faut changer la gouvernance si nous voulons soigner nos populations. Et si nous ne soignons pas nos populations, nous ne pouvons pas être développés. Et pour embrayer sur le sujet, on écoutait tout à l'heure Albert Zé, qui était l'invité de La Vérité en face hier. C'est vrai qu'on ne l'a pas écouté dans cet extrait, mais il indiquait que, parlant justement de cette question du système de santé, il s'offusquait de ce qu'on risque de sortir de la lutte contre le coronavirus sans avoir un marqueur palpable, un souvenir palpable de la gestion de cette pandémie. Il prenait le cas de la Chine, qui à l'occasion de la pandémie du coronavirus a construit tout un hôpital, et il disait que dans le cas du Cameroun, on a manipulé beaucoup de milliards de francs CFA, et aujourd'hui, on ne voit pas la moindre marque visible. Ben oui, on ne voit pas la marque visible parce que nous n'avons pas l'amour du beau et du bien-être d'autrui, de l'autre. Et cette impunité qui caractérise notre gestion de la cité est la conséquence, a pour conséquence tout ce que nous voyons, et d'ailleurs on parlera aussi des questions de sport tout à l'heure. En fait, quel que soit le domaine que vous prenez, quel que soit le domaine, vous vous rendez compte que vous pouvez faire exactement le même diagnostic.
On peut faire le même diagnostic, on peut le faire aussi à l'occasion de cette pandémie de la Covid, où c'était l'occasion, effectivement, de construire de véritables hôpitaux, mais ce qu'on nous a servi, c'est des logements sociaux qu'on a transformés à coût de milliards, alors que ces milliards-là auraient pu construire de véritables hôpitaux, et pour qu'au moins cette pandémie ait servi à quelque chose. Mais ce n'est pas le cas, et on peut le dire sur plein d'autres sujets. Docteur Lucien Essomba, on a écouté dans le journal, l'entrée du journal, cette actualité en rapport avec cette bataille ad vitam aeternam entre la FECAFOOT et le ministère des Sports, communiqué, contre-communiqué, au trop pédalage sur la question de l'organisation d'une assemblée générale à la FECAFOOT. Vous comprenez de quoi il est question? Duval Fangwa, des intérêts égoïstes et qui ne se justifient pas, même inavoués, ont pris en otage le football au Cameroun. Je me rappelle encore de ce match du Maroc contre le Cameroun lors du CHAN, où en réalité il a été démontré que les gars, ce n'est pas parce qu'ils ne jouent pas. Non, du moins, c'est pas parce qu'ils n'ont pas du talent. C'est parce qu'ils ne jouent pas. Il n'y a pas une compétition qui permette justement que sur le temps et ici en interne, on puisse détecter les talents. Vous voyez, les coachs se sont fondés sur des expériences par-ci, par-là, pour essayer de colmater une équipe. Donc, il fallait s'attendre à rien. Je crois que la FECAFOOT, c'est une association privée, mais qui gère le service public du sport. Vous savez? Et c'est la raison pour laquelle, généralement, il est difficile pour l'État d'avoir la main mise sur la FECAFOOT. D'où donc les interventions des instances fêtières telles que la FIFA, le tribunal arbitral du sport, parce que dès que l'État veut s'immiscer, on leur dit que non, écoutez, c'est une association privée, mais qui gère le service public du sport. Donc, ça veut tout simplement dire, Duval Fangwa, que cette histoire commence à considérablement gêner le vécu de ceux qui sont mordus du football. Même pas seulement mordus du football, de tous les camps. Parce qu'aujourd'hui, le ciment de notre unité sociale, de notre cohésion sociale, passe par le sport. On l'a souvent vu. C'est le seul domaine où, lorsqu'un les Lions jouent, on voit tous les Camerounais à l'unisson. Donc ça fait très mal de savoir que jusqu'à ce jour, la FECAFOOT continue dans ce micmac avec ces questions. Ce n'est pas telle assemblée générale qui est compétente, non, c'est l'autre. Il y a un arrêté du ministre, il y a un rétropédalage. Vraiment, nous avons pu de tout ce spectacle désolant que nous vivons. Ça devient triste. Pourtant, Pierre Bignam, on est là en train de préparer une CAN qui va se jouer dans notre pays. Ce n'est pas une très belle image, cette bataille entre le MINSEP et la FECAFOOT, et cet imbroglio autour de la gouvernance du football camerounais de façon globale. Bon, de toutes les façons, nous sommes habitués au scandale dans notre pays. Honnêtement, ce n'est pas une surprise pour moi, ni pour le Camerounais lambda. On est habitué à ce genre de spectacle tout le temps. Moi, ce que je veux dire ici, c'est que la malgouvernance dans laquelle le régime nous a plongé depuis 4 décennies est la cause principale de ce que nous vivons dans le domaine sportif aujourd'hui. Il n'y a pas que la FECAFOOT, il y a tout le sport qui est paralysé au Cameroun. Mais Dieu a donné aux Camerounais des talents fous, malgré tout ce désordre. Nous sommes 5 fois champions d'Afrique de football, sans compter les participations aux Coupes du Monde et autres. Ça veut dire que le Cameroun, si on avait une bonne politique de gestion de notre sport et du football en particulier, on aurait des résultats meilleurs sur la scène continentale et internationale à ce jour. Alors, le scandale FECAFOOT, ministère et autres continue. Tout simplement parce que moi je vais faire une analyse sur plusieurs volets. Le premier volet, c'est la fragilité du gouvernement camerounais. Tout à l'heure on suivait un documentaire sur le président Nasser qui a pratiquement fait une passe sur la CAN, c'est la première Coupe d'Afrique des Nations en 1957, parce qu'il était en guerre. Notre gouvernement à un moment donné est fragile parce que notre gouvernement lui-même ne se comporte pas comme un gouvernement responsable. Je prends un cas simple. En janvier de cette année, nous avons abrité le CHAN. Et pendant le CHAN, on a une 50aine de nos compatriotes qui sont morts dans des conditions atroces dans un accident à Sanchou,
dans la vallée de Tchang. Nous avons attendu que le gouvernement camerounais intervienne pour attirer l'attention du comité d'organisation du CHAN de ce qu'il fallait observer, tout au moins des minutes de silence pour les matchs qui ont été joués ou qui se sont déroulés soit 24 heures, soit 48 heures après ce drame. Ça n'a pas été le cas. C'est passé inaperçu. Vous pensez que si vous voulez vous prendre au sérieux, et si vous voulez que les gens vous prennent au sérieux, les instances fêtières comme la FIFA ou la CAF, vous-même en tant que gouvernement, vous devez poser des actes responsables. Voilà pourquoi aujourd'hui, d'un revers de la main, l'instance fêtière peut balayer une décision prise par une autorité administrative camerounaise ou bien par le gouvernement camerounais. Parce que ce gouvernement ne pèse pas. Ce gouvernement n'a pas l'étoffe ni ce qu'il faut pour pouvoir s'imposer et être respecté. C'est à partir de ce moment que les instances fêtières, je ne suis pas sûr que la façon dont la FIFA s'immisce dans la gestion du football camerounais, elle le fait dans tous les pays responsables du monde entier. Je ne pense pas. Okay. Donc c'est ça l'un des problèmes majeurs qui fait en sorte que cette cacophonie continue à être observée. Si on avait un gouvernement responsable, il y a longtemps que ce gouvernement aurait tapé la main sur la table et que la FIFA se serait alliée. Moi, je vous le dis, parce que c'est le gouvernement en grande partie qui finance également le football. Guy Stéphane Yassé, deux éléments à l'index, deux éléments. Premier élément, la gouvernance, qui attribue bien sûr au pouvoir régnant, dont vous êtes partie prenante, le RDPC. Et un autre élément, c'est sur la question de la gouvernance. Il semble indiquer que le sport n'est que la partie visible et que la malgouvernance est générale, pour ne pas dire généralisée. Nous avons tendance à responsabiliser le gouvernement lorsque des actions sont mauvaises. J'ai entendu ici le professeur Aimé Boni, je ne peux pas m'aventurer dans la médecine. Je vais juste remarquer que le professeur a oublié de dire que les 48 millions dont vont bénéficier la famille là sont subventionnés par l'État. Autre chose. Mais ce qui n'est pas normal, parce qu'il vaut mieux déployer cet argent-là pour avoir une autonomie de gestion de la santé localement. C'est de multiplier, parce que vous imaginez le nombre de l'argent que coûtent les évacuations sanitaires au Cameroun. Bon, je vais y arriver, professeur. L'État utilise aussi le cœur. Pour l'instant, la situation est urgente. Il faut sauver cette famille. Nous n'avons pas le plateau technique. Ça fait 60 ans. Je ne vais pas m'aventurer. Ça fait 60 ans que ça dure. Dans ce terrain avec vous. Ça fait 60 ans, mais les enjeux, est-ce que vous les maîtrisez? Ce qu'on nous montre parfois est souvent moins que ce qu'on ne nous montre pas. Je disais que ces 48 millions sont subventionnés par l'État, vous avez omis de le dire. Pendant la pandémie Covid, on a eu des félicitations internationales. L'État camerounais a été félicité pour la gestion de cette pandémie Covid. Ça, vous ne l'avez pas remarqué, vous pouvez remarquer les aspects sur lesquels on a des choses à améliorer. Mais on a reçu un invité hier qui disait qu'il n'a aucune trace de ces félicitations. Non, c'est vrai. On peut les retrouver. Bon, je vous l'enverrai, vous le publierez demain à l'édition d'Equinox, je m'y engage. Okay. On a félicité l'État camerounais et cela n'a pas été mis en exergue. En ce qui concerne l'Africa Foot, je pense que le ministre a voulu qu'avant l'Assemblée générale qui aura lieu demain, les instances soient en règle. C'était de bonnes intentions. Et puis, dès lors que l'autorité arbitrale, la FIFA, s'est prononcée, le ministre est rentré dans sa coquille. Voilà, non, il n'est pas rentré dans sa coquille, il a accepté, la loi. Non, c'est pas une bonne aide, il a accepté la loi. Moi, je ne vois pas, comme mon ami du MSC, Espa Bignam, que il s'agit d'une faiblesse de l'État camerounais. Au contraire, cela montre que notre État s'arrime à la FIFA. Notre État ne défie pas la FIFA. Maintenant, quant au problème du sport, c'est un problème bien général et je suis d'accord avec vous qu'il faut bien qu'on réussisse finalement à trouver une solution qui est définitive. Je ne vais pas déresponsabiliser le gouvernement parce que l'Africa Foot aussi c'est un organe autonome. C'est un organe autonome qui doit s'autoréguler. Le chef de l'État a toujours mis de la distance, a toujours donné de l'espace à ces organisations autonomes de s'autoréguler. On ne va pas, si le chef de l'État ou bien si le gouvernement
prenait à bras le corps cette FECAFOOT, disciplinaire, imposait. Je vois bien dans les plateaux comment on aurait dit l'État ne respecte pas le droit, l'État ne respecte pas l'autonomie de gestion que la FECAFOOT a. Moi, je vois là plutôt une marque de bonne gouvernance. Il faut que la FECAFOOT utilise les moyens qui sont les siens pour s'autoréguler et l'État accompagne à travers le ministère. Je salue la décision du ministre et des préfets d'avoir écouté la FIFA. Cela traduit la volonté du gouvernement de respecter la loi. Peut-être un mot sur... Oui, un mot. Moi, ce qui m'étonne dans cette histoire-là, c'est simplement cette absence de réflexe d'anticipation de la réaction de la FIFA et de la CAF. Parce qu'on le sait depuis toujours que ces instances fêtières n'aiment pas que, que l'autorité administrative camerounaise, en l'occurrence, s'immisce dans les affaires de la FIFA. Nous ne sommes pas notre premier exemple, premier fait où le gouvernement camerounais a dû faire rétropédalage après avoir voulu imposer quelque chose à la FIFA et que nous soyons menacés de suspension. Ce n'est pas la première fois. Et ça aussi, une autorité politique doit pouvoir anticiper certaines choses. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, c'est l'image du Cameroun qui est ternie par ça. L'image du Cameroun est ternie. Chaque décision prise par une autorité doit être une décision pesée, sous-pesée, pensée. On ne doit pas agir par émotion parce qu'on le savait. On savait que la FIFA allait prendre la défense de la fédération. À tort ou à raison, je ne veux pas rentrer dans ces histoires-là parce qu'on sait quand même que la fédération, la FIFA, la CAF et puis les fédérations nationales, il y a à boire et à manger là-bas, ça on le sait, mais je veux simplement dire que on peut sauver l'image du Cameroun. Et là, elle n'est pas sauvée. Et donc, il n'y a pas que les marcheurs, les casseurs, et ainsi de suite, là, qui ternissent parfois l'image du Cameroun. C'est nous tous, et nous devons être un peu plus conscients et prendre des bonnes décisions. Messieurs, on va s'arrêter là pour ce soir. Merci infiniment d'être venu sur le plateau, Dr Louis-Jean Issomba. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes enseignant de droit public à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Douala. C'est bien ça. Merci pour votre disponibilité. Merci également à vous, Pierre Bignam, d'être venu sur ce plateau. Merci Duval. Vous êtes militant du MRC, Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Guy Stéphane Yassé, merci. Merci Duval. Vous êtes communicant du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti au pouvoir. Merci également à vous, professeur Aimé Boni, d'être venu sur ce plateau. Mais c'est moi qui vous remercie. Je remercie cette chaîne et toutes les chaînes qui portent la voix des sans-voix, comme je dis toujours. Et je pense que vous êtes certainement la première au Cameroun à le faire. Donc je vous remercie. Je remercie tous ceux qui nous écoutent et qui vous écoutent. Et je veux dire aux gens de ne pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur parce que nous sommes dans un monde en mutation et où la loi du plus fort règne. Et nous ne devons pas être les faibles, nous devons être les forts parce qu'en fait, nous sommes les forts, ceux qui veulent le changement dans le respect des lois républicaines. Je suis médecin, comme vous le savez, je suis enseignant, mais je pense être aussi être un leader d'opinion qui doit montrer la voie, parce que c'est aussi notre rôle, de montrer la voie, d'éduquer, et c'est pour ça que je suis là, et je viendrai chaque fois que vous m'inviterez. Et surtout lorsque vous serez au Cameroun, parce que vous êtes toujours parti, professeur. Je suis un citoyen du monde. Merci, professeur Aimé Boni, d'être venu sur ce plateau. Merci à vous, madame, monsieur, d'avoir regardé cette autre livraison d'Equinox ce soir. Dès demain, retrouvez le présentateur titulaire de cette émission. Quant à moi, on se voit très bientôt et ailleurs. Bonsoir chez vous.